Bonjour, je m'appelle Clémence Poirot, je suis chercheuse au Centre de primatologie de Göttingen en Allemagne, dans l'équipe de Peter Kapler, et je vais vous parler aujourd'hui de mes travaux sur les comportements antiparasitaires. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le parasitisme? C'est l'association entre deux organismes, un organisme d'une espèce, le parasite, vivant aux dépens d'un organisme d'une autre espèce, l'hôte. Tous les animaux sont soumis à des pressions parasitaires, mais les espèces sociales sont particulièrement exposées, parce que la vie en groupe favorise la transmission parasitaire. Le parasitisme est d'ailleurs considéré comme un des coûts majeurs associés à la socialité, et il exerce donc une pression de sélection majeure sur les espèces hôtes. Par conséquent, les hôtes ont développé des mécanismes de défense, comme le système immunitaire physiologique, mais également un système immunitaire comportemental, qui agit comme première ligne de défense. Il comprend tous les comportements qui visent à réduire l'exposition et la transmission parasitaire. Alors pour l'illustrer système, je vais vous parler des mandrilles, que j'ai étudiées pendant ma thèse au sud du Gabon, sous la direction de Marie Charpentier. Ces primates, qui vivent en groupes sociaux de plusieurs centaines d'individus, ont développé différents comportements pour éviter la contamination avec différents types de parasites gastro-intestinaux. Premièrement, pendant les tests alimentaires, ils évitent de consommer la nourriture contaminée par les matières fécales. Une stratégie qui protège vraisemblablement les animaux contre de nombreux pathogènes. Mais également, ils évitent de réutiliser pendant un certain temps les habitats fortement contaminés par les nématodes, supposés à transmission essentiellement environnementale. Et enfin, les mandrilles évitent également de toiletter les individus parasités par les protozoaires gastro-intestinaux, supposés à transmission sociale, puisque ces parasites s'accumulent sur les poils des animaux parasités et peuvent du coup être très facilement ingérés par le toiletteur pendant le toilettage. Mais ce qui a vraiment piqué ma curiosité à la fin de ma thèse, c'est le fait qu'il existe une importante variabilité dans l'expression de ces comportements entre les individus. Par exemple, certains mandrilles continuent de toiletter les individus parasités et d'autres de manger la nourriture contaminée. Les femelles en particulier évitent bien plus de consommer les aliments contaminés que les mâles, mais ce biais n'explique qu'une petite partie de la variation entre individus. J'ai donc commencé à m'intéresser à cette question. Pourquoi les individus varient dans l'expression des comportements antiparasitaires? Et c'est une question très importante puisque cette variation pourrait impacter le statut parasitaire des individus et par conséquent leur valeur sélective. Mais malgré ces conséquences, il m'est apparu qu'on a finalement très peu de connaissances sur les causes de cette variation. En première lieu, cette hétérogénéité pourrait sembler contre-intuitive. On pourrait en effet s'attendre à un investissement maximal dans ces comportements chez tous les individus, étant donné les bénéfices évitants et importants d'éviter de se contaminer. Malgré tout, ces comportements ont aussi un coût sur la valeur sélective des individus, par exemple en diminuant la quantité de ressources alimentaires disponibles ou le nombre de partenaires sociaux ou sexuels. Donc l'investissement optimal ne peut donc pas être un investissement maximal, mais il devrait plutôt dépendre de la balance entre coûts et bénéfices. Et cette balance pourrait être influencée par différents facteurs individuels ou environnementaux. Donc après mon thèse, j'ai monté un projet de recherche sur le microcème mignon, un primate nocturne de Madagascar. J'étudie actuellement une population sauvage dans la forêt de Kirindi. Alors cette espèce présente un système social très particulier. Les individus foragent tous solitairement la nuit, mais la journée, ils dorment dans les trous d'arbres, soit tout seuls, soit en petits groupes de 2 à 5 individus généralement, ce qui influence probablement le risque de transmission parasitaire. Pour dormir, ces microcèbes alternent entre différents nids dans les trous d'arbres, où différents types de parasites gastro-intestinaux et ectoparasites peuvent s'accumuler, ce qui pourrait également influencer le choix de dormir. Enfin, ils sont faciles à capturer en forêt, on peut les emmener au labo quelques jours pour réaliser des tests comportementaux avant de les relâcher sur le site de capture. Donc pour cette étude, j'ai capturé 43 individus, 26 femelles, 17 mâles. Je les ai gardés au camp 3 jours, pendant lesquels j'ai réalisé différents tests de choix, en présentant de l'eau, de la nourriture et des nids artificiels, propres ou contaminés par des fesses. En 3 jours, par individu, au total, je réalisais 9 tests de choix alimentaires, 3 tests de choix pour l'eau et pour les nids. Et à la fin des 3 jours, de plus, je notais également si les individus n'avaient jamais déféqué dans les nids, et je considérais alors que ces individus évitaient de déféquer ou pas dans les nids. J'ai réalisé ces tests sur les individus au tout début de la saison sèche, quand la nourriture est encore abondante dans l'environnement, et à la fin de la saison sèche, juste avant la saison de reproduction. Effet notoire pour la suite, pendant la saison sèche, seules les femelles rentrent en hibernation. Alors sur cette vidéo, vous voyez un test de choix alimentaire, avec un morceau de banane contaminé à gauche, que l'individu évite, voilà, pour choisir le morceau non contaminé à droite. Au contraire, pour le deuxième individu ici, visiblement, il n'y a aucun problème pour lui de manger le morceau de banane contaminé. Donc, pour chaque contexte comportemental, j'ai mesuré le niveau d'évitement par individu et j'ai testé avec des GLMM l'influence du sexe, de l'âge, de l'état nutritionnel des individus et de la saison. Donc, ces analyses ont révélé d'abord que le sexe influence la probabilité d'éviter l'eau et les nids contaminés et aussi la probabilité d'éviter de déféquer dans les nids. Vous avez donc ici la probabilité de choisir l'eau propre et les nids propres. Vous avez en rouge les femelles et en bleu les mâles et on voit que seulement les femelles évitent fortement l'option contaminée. De même, sur le troisième graphe, on voit la probabilité de ne pas déféquer dans les nids, et donc seulement les femelles, ici, évitent de déféquer dans les nids clairement. Ensuite, le statut nutritionnel influence aussi clairement le choix alimentaire. Les individus en bon état nutritionnel ont tendance à ne manger que le morceau propre, tandis que les individus maigres consommaient en général les deux,
probablement parce qu'il est plus important pour eux de prioriser l'accès à la nourriture que l'évitement parasitaire. Enfin, le choix alimentaire est aussi fortement influencé par le sexe des individus, mais différemment selon la saison. Ici encore, vous avez la probabilité de manger uniquement le morceau de banane propre. Au début de la saison sèche, à gauche, mâles et femelles mangent généralement les deux morceaux. En revanche, à la fin de la saison sèche, à droite, la plupart des femelles mangent seulement le morceau propre, tandis que les mâles évitent encore moins le morceau contaminé. Et ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que mâles et femelles ont des activités différentes à ces périodes qui déterminent leurs besoins énergétiques. Au début de la saison sèche, les femelles doivent accroître leur masse pour rentrer en hibernation, ce qui peut expliquer qu'elles favorisent la prise alimentaire au détriment de l'évitement des parasites. En revanche, quand elles sortent d'hibernation, les femelles sont fortement immunodéprimées, ce qui pourrait expliquer qu'elles fassent particulièrement attention à ne pas consommer de nourriture contaminée. Les mâles, eux, à la fin de la saison sèche, ont particulièrement besoin de nourriture parce que d'abord, ils ont perdu du poids à cause des ressources alimentaires de plus en plus limitées pendant la saison sèche et également parce que leur statut nutritionnel détermine leur succès reproducteur pendant la saison de reproduction à venir, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils mangent systématiquement les deux morceaux de banane à la fin de la saison sèche. Dans un second temps, j'ai voulu savoir si les microcèbes exprimaient différentes personnalités hygiéniques. J'ai réalisé une analyse factorielle sur données mix, l'équivalent d'une ACP avec les variables nominales, en prenant en compte le niveau d'évitement pour chaque contexte. Et cette analyse a montré que les 4 mesures étaient positivement corrélées au premier axe, ce qui signifie que les individus qui évitent la contamination dans un contexte l'évitent aussi dans les autres contextes. J'ai donc pu dériver un indice hygiénique pour chaque individu à l'issue des 3 jours de test, à partir de leur score sur cet axe, qui s'est révélé être extrêmement répétable entre les deux saisons. Et cette répétabilité entre contextes comportementaux et entre saisons montre donc pour la première fois que les animaux, ici les microcèbes, peuvent exprimer différentes personnalités hygiéniques. Donc ici, vous pouvez voir ces scores d'hygiène pour chaque individu et chaque saison. Les mâles sont en bleu, les femelles en rouge. Les croix indiquent de plus les individus qui évitent de déféquer dans le nid. Et on voit donc que les femelles sont bien plus hygiéniques que les mâles. Donc dans un dernier temps, j'ai voulu savoir si ces comportements hygiéniques protégeaient efficacement les individus de la contamination. Et j'ai trouvé, effectivement, que plus les individus étaient hygiéniques, moins ils étaient parasités par les parasites gastro-intestinaux à transmission orofécale, ce qui suggère donc fortement l'efficacité de ces comportements. Je poursuis maintenant ce projet de recherche en étudiant l'influence d'autres facteurs. Premièrement, est-ce que les individus qui vivent en groupe, plus exposés aux parasites, sont plus hygiéniques que les individus solitaires? Deuxièmement, est-ce que les individus immunodéprimés compensent leur plus grande susceptibilité en investissant plus dans ces comportements? Donc, je suis en ce moment en train de mesurer l'immunocompétence de ces individus grâce à des tests bactéricides réalisés sur sang frais. Je m'intéresse également aux conséquences de ces variations. Premièrement, est-ce que le niveau d'évitement détermine la fitness des individus? Deuxièmement, comment ces comportements influencent l'écologie d'espèces, notamment les patrons d'occupation des nids et les patrons d'association entre les individus dans les nids. Pour conclure, je pense qu'il est important d'étudier le système immunitaire comportemental chez de nombreuses espèces en s'intéressant à différents types de comportements et à différents types de parasites. Il est de plus crucial maintenant de s'intéresser au niveau d'expression de ces comportements et d'essayer de comprendre les causes de l'hétérogénéité à différentes échelles, et ce parce que cela pourrait nous aider à améliorer les prédictions des modèles épidémiologiques et démographiques et à étudier les interactions hôtes-parasites et la transition des espèces vers la socialité sous un angle nouveau. Je voudrais remercier mon équipe passée pendant ma thèse au CEF à Montpellier ainsi que mon équipe actuelle au DBZ. Vous remercier pour votre attention et je suis prête à répondre à d'éventuelles questions.